les éléments qu'on avait abordés tout à l'heure, en l'occurrence notre introduction, c'est-à-dire donc pardon, voilà, donc je reprends. On avait parlé des différents types de comptabilité qui étaient présentes que vous avez déjà abordé, notamment on parlerait de la comptabilité générale, de la comptabilité analytique, de la comptabilité de société et de la comptabilité ou la gestion budgétaire. Et normalement, si on aurait un axe de temps sur 3 horizons, je vous demanderai de les placer, hein, c'est-à-dire un passé, un présent et un futur. Normalement, si je reprends le, le passé, si je reprends la comptabilité générale, on avait dit que c'est une comptabilité qui est certes obligatoire selon la loi 9-88 et qui a comme pour objectif le fait de présenter des états financiers. Donc en l'occurrence, la deadline qui est prévue pour présenter ces documents financiers, ce n'est rien d'autre que le 31-3N+1 qui correspond à la compte de régularisation de l'impôt exigible. Donc en l'occurrence, s'il y a un fait majeur qu'a connu l'entreprise au sein de l'année N, de l'exercice comptable en question, elle ne pourrait malheureusement s'en apercevoir qu'après établissement des documents comptables qui sont obligatoires, toujours par cette loi 9-88, qui n'est rien d'autre que le bilan, le CPC et les états d'information complémentaires. Donc on peut dire que cette comptabilité-là, générale, c'est quelque chose qui aura comme périodicité de traitement d'informations à une très grande pondération passée. Arrive maintenant une deuxième comptabilité qui va être la comptabilité analytique. La comptabilité analytique, telle que j'avais abordée, c'est une comptabilité qui va essayer de décomposer les différentes coûts, de ressortir, décomposer aussi les différentes affectations des charges et de retrouver un certain résultat analytique. Je reprends que la comptabilité analytique basique, hein, telle que vous l'avez déjà plus ou moins travaillé au cours de votre deuxième année, hein, quelle que soit votre filière ou votre cursus, surtout financier. Donc cette comptabilité analytique, elle est en train de travailler avec des données plus ou moins présentes, car si on reprend la périodicité, rien que la périodicité des documents issus de la comptabilité analytique, on ne peut jamais se retrouver avec une comptabilité où il y a un coût, où il y a un inventaire de stock annuel. Ça n'avait pas de sens. Donc on a normalement une détermination d'un inventaire d'un stock ou un calcul d'un coût limite mensuelle, voire même des fois par quinzaine, voire même des fois si on a un bon système de contrôle de gestion hebdomadaire. Ok. On passe après sur un autre axe de traitement de type de comptabilité qui est la comptabilité budgétaire. On sait bien que si on a normalement une comment dirais-je, une technicité, on a de l'argent, ça ne pose pas de problème pour ouvrir une entreprise. Cependant, si on a un certain savoir, mais les fonds nous manquent, c'est pas, comme je dis toujours à mon public, hein, c'est pas le fait juste d'y aller se présenter devant le banquier que ce dernier va pouvoir nous accorder un financement externe. Pour cela, il faut des garanties. Ces garanties-là, ils seront représentées dans un document qui ne sera rien d'autre que un business plan. Et ce business plan, il comprend des données comptables, mais surtout issues d'un axe futur. On parle d'un horizon de 5 ans. Donc, on peut dire que la comptabilité budgétaire ou la gestion budgétaire, qui n'est rien d'autre aussi qu'une facette du process du contrôle de gestion au sein d'une entreprise, est en train de traiter des informations futures. Donc là, on a rempli nos 3 axes, passé, présent et futur, des différentes comptabilités. Reste à savoir maintenant 2 types de comptabilité, qui est la comptabilité de société et la comptabilité approfondie. Donc, concernant ces 2 horizons, la comptabilité de société, si vous vous en souvenez aussi dans votre cursus, soit en deuxième ou en troisième année, ça traitait des informations, pardon, ça traitait des informations
depuis le premier chapitre, qui n'était rien d'autre que la constitution de la société, jusqu'à un deuxième chapitre, qui était la répartition du bénéfice, voire par la suite la modification du capital, voire même la restructuration ou la liquidation de la société. Donc on peut dire que la compta de société, c'est une comptabilité qui est en train de traiter l'ensemble des cycles d'une vie d'une société, depuis sa création jusqu'à sa liquidation, voire même sa restructuration. Arrive maintenant la comptabilité budgétaire, approfondie. C'est ce qui nous intéresse dans ce live. Donc, en ce qui concerne la comptabilité approfondie, comme on avait expliqué, l'objectif tel qu'on l'avait eu initialement de la comptabilité, c'était de fournir l'image fidèle et de refléter la vraie image et la vraie situation financière de l'entreprise. Malheureusement, avec les comptabilités et surtout la compta générale avec laquelle on travaille, l'objectif, et comme je dis toujours, en ce qui me concerne, j'en ai déjà aussi passé des expériences dans des cabinets d'expertise comptable, on ne retrouvera aucun client qui viendra nous demander quelle est mon image fidèle, loin de là. La préoccupation majeure d'un client, c'est toujours la charge fiscale, malheureusement. C'est toujours le fait de payer moins d'impôts. Donc en l'occurrence, si je prends à titre d'exemple une entreprise qui a acheté plusieurs immobilisations et dans l'année N en question, elle a un très grand résultat mais pas beaucoup de charges pour qu'elle puisse diminuer son assiette fiscale, implicitement elle va opter pour un amortissement dérogatoire, un amortissement dégressif, chose qui va lui permettre un petit peu d'alléger sa charge fiscale. Si aussi une entreprise achète plusieurs petites immobilisations, et dans ce live-là aussi on se focalisera qu'est-ce qu'une immobilisation, qu'est-ce qui fait la différence entre immobilisation et une charge. Donc on peut, à partir d'un certain nombre de critères, passer ces immobilisations-là, ces éléments-là, achetés en tant qu'immobilisation, alors qu'une autre entreprise, elle pourra les passer en tant que charge. Et les deux, ils sont plus ou moins corrects, et les deux, ils sont logiques. On partirait aussi sur un autre choix, un autre principe, parce que le cadre conceptuel marocain, à partir de quel prix, monsieur Bouftier, à partir de quel prix malheureusement, au Maroc, il n'y a pas un certain seuil par rapport à la classification entre charge et IMO. C'est-à-dire qu'on verra quels sont les critères vers la fin de ce live, quels sont les critères d'une immobilisation. Et à partir éventuellement que ces trois critères-là seraient réunis, on peut les passer en tant que immobilisation, malgré que leur valeur va être une valeur qui est très minime. Malheureusement, on va se retrouver avec une entreprise qui aura un très grand actif en termes de lignes, mais en termes de valeur très très bas. Donc, ce qui ne reflèterait pas, à vrai dire, la vraie solidité, la vraie valeur vraie et sincère de l'entreprise en question. Donc, concernant la comptabilité approfondie, l'objectif c'est de redonner le blason à la comptabilité générale, ou à la comptabilité de façon générale, c'est-à-dire d'essayer de se rapprocher de cette image fidèle. Donc il y en aura des écritures certes comptables prévues par le CGNC, mais il y en aura aussi pas mal d'éléments. L'objectif, madame Marguerite, l'objectif est l'optimisation du profit et la minimisation des charges. C'est quel objectif? Donc, l'objectif de l'optimisation du profit et la minimisation des charges, oui, c'est un objectif qui est plus ou moins assez logique et normal pour chaque entrepreneur. Cependant, la comptabilité générale marocaine fait ça de très très bien. C'est-à-dire, si je reprends que les principes comptables qui sont prévus dans le cadre conceptuel marocain, il y en a des principes qui vont loin de nous faire refléter, rapprocher de cette image fidèle. Si je reprends par exemple le principe du coût historique, le principe du coût historique, c'est un principe qui est assez biaisé et en aucun cas il va nous permettre de se rapprocher ou de nous donner cette image fidèle. Donc en l'occurrence, c'est quelque chose qui viendra certes nous éloigner de cette image fidèle. Chose que dans la comptabilité approfondie, on essaiera de le corriger. Et on avait dit que ces corrections-là peuvent prendre soit des formes comptables, ou des fois des formes extra-comptables. C'est-à-dire que la fiscalité marocaine ne se baserait que sur un référentiel tel qu'il est prévu par la loi 9-88 afin qu'on puisse régulariser notre impôt exigible. Cependant,
Le plafond pratique, on retient 5 000 dirhams. Oui, c'est Mohsen. Pourquoi on retient le plafond de 5 000 dirhams? Parce que la comptabilité marocaine, il ne faut pas oublier que c'est une très grande inspiration d'une comptabilité française. Et en comptabilité française, on a parlé du seuil de 500 euros, des 5 000 dirhams. Donc effectivement, dans la pratique, on va dire, la coutume nous a permis de prendre ce seuil-là de 5 000 dirhams. Mais voilà, ça reste éventuellement une suggestion et non pas une obligation. Si je reprends maintenant à définir la comptabilité, c'est-à-dire tous ces éléments-là qu'on vient d'énoncer, que ce soit comptabilité générale, approfondie, de société, budgétaire, si on veut la définir, la comptabilité, ça serait quoi? Donc, quel que soit le type de la comptabilité, ça ne serait qu'une technique d'organisation. L'objectif, est-ce qu'une opération? Oui, donc apparemment, il y a pas mal de bonnes questions et des questions on va dire, des gens qui s'y connaissent. Est-ce qu'une opération de livraison sur main est fiscalement neutre? Monsieur Mohamed Saoud, c'est une opération qui est neutre à 90%, mais pas tout le temps, car lorsqu'il s'agirait d'une opération avec un prorata de déduction de TVA, et on essaiera d'aborder ça au cours des séances prochaines. Normalement, lorsqu'il s'agit d'une production pour livraison à soi-même, on devrait présenter une facture. Et dans cette facture, on devrait avoir une TVA. Donc en l'occurrence, tout ce qu'on va facturer, on va pouvoir le récupérer si l'entreprise n'a pas de prorata de déduction. Cependant, si cette entreprise en question travaille avec un certain prorata de déduction qui changerait, qui se calculerait à la fin de chaque année pour qu'il soit applicable l'année suivante, ben normalement, il va se facturer sur elle-même tout le montant de la TVA, mais il ne pourra récupérer la TVA qu'à hauteur du prorata calculé. Donc j'essaie en même temps d'animer mon cours et de répondre, mais c'est pas si évident que ça. Ça dépend des avantages économiques de biens qui consomment par des premiers usages dans la consommation. Oui, donc c'est pour ça donc vous avez un petit peu anticipé les critères, mais on reviendrait sur éventuellement des critères d'une immobilisation. Les critères d'une mobilisation, voilà, je vais quand même en parler, après je vais revenir. C'est 4 choses plus ou moins, plus que les 3 choses. La première des choses, c'est la propriété du bien. Et ça veut dire là, on est en train de définir qu'est-ce qu'une immobilisation. Après, je vais repasser éventuellement les diapos que j'ai passés très très brièvement, juste pour répondre à si Hamza. Oui, l'installation de propriété, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça explique? Tout élément que j'achèterai, tout élément que je produirai, tout élément que j'apporterai ou tout élément que j'obtiendrai par don ou subvention pourrait être logiquement être considéré comme une immobilisation. Donc là, on ressort la notion du propriété. Deuxième critère, c'est la notion de la durabilité. C'est-à-dire que pour chaque élément qu'on achèterait, qu'on produirait, qu'on apporterait, qu'on subventionnerait, qu'on donnerait et qu'on l'utilisera pendant plus de 12 mois, devrait être considéré comme immobilisation. À défaut, c'est du 3, c'est de la classe 3, c'est de l'actif circulant. Et troisième caractéristique d'une immobilisation, c'est par rapport à l'affectation et l'usage, c'est-à-dire que ça devrait être utilisé pour des besoins professionnels à l'interne de l'entreprise. Donc là, normalement, ça décrit, et troisième, et comme vous l'avez bien mentionné, c'est Hamza, oui, ça devrait nous générer des avantages économiques futurs. Sauf que normalement, si on reprend cette définition-là, hein, le fait de générer des avantages économiques futurs, malheureusement, on ne pourrait pas l'appliquer pour les immobilisations non valeur. Parce que quel est l'avantage économique futur dans une immobilition non valeur reste à savoir. Mais bon, donc de façon générale, les 3 critères qui sont prévus dans le CGNC, hein, pour qu'on puisse différencier une immobilisation d'une charge ou d'un stock, c'est ces 3 critères, qui est la notion de la propriété, c'est-à-dire l'acquisition, la production, l'apport, la subvention, la donation, voire même des rentes viagères, voire même des mutations. On verra ça en détail tout au long des séances à venir, Inch'Allah. C'est aussi le deuxième critère qui est la durabilité, qui dépasserait éventuellement ces 12 mois, afin qu'on puisse lui affecter quelque chose avec le code comptable qui commencerait avec du 2. Et de 3, l'affectation et l'usage. Donc, je reprendrai les autres éléments. Donc, la comptabilité, c'est une technique d'organisation qui permettrait éventuellement de produire de l'information financière.
si éventuellement je suis sur une dépense, sur une activation d'un élément, que ce soit issu de la compta générale, de la compta analytique, ben, le fait de classer, de s'organiser étape par étape, ça nous permettrait de ressortir avec une liasse fiscale en bonne et due forme. Donc la comptabilité, il nous permet éventuellement une certaine organisation en place afin qu'on puisse avoir notre bilan, notre situation. Et c'est plus ou moins, on peut dire, que le comptable est le médecin de l'entreprise. L'objectif, c'est qu'il puisse faire le diagnostic, c'est qu'il puisse ressortir avec les ordonnances qu'il faut, le traitement qu'il faut, et toujours dans une contrainte et dans une obligation de moyens et non de résultats, afin qu'ils puissent retrouver une bonne situation financière durable au sein d'une entreprise. Donc ça, c'est la première des choses qu'on pourrait impacter à la comptabilité. Deuxième élément, c'est une technique qui est normalisée, qui respecterait les mêmes règles et les mêmes principes. Donc, bien sûr, lorsque je parle de la comptabilité générale, la loi 9-88 nous a donné un outil pour qu'on puisse s'épauler, qui n'est rien d'autre que le plan comptable général marocain. Cependant, c'est-à-dire si je dis quelle est la définition du code 1111, ce 1111, ben, il est en train de définir le capital. Si je donne quelle est la codification d'un code de 2340, le 2340, ben, ça impacterait le matériel de transport. C'est-à-dire que lorsque je parlerai code comptable, c'est un code qui est normalisé à l'échelle de la nation en question. Quand je parlerai aussi de plan comptable général marocain, il n'existera pas un seul plan comptable général marocain, loin de là, mais plusieurs. Là, je fais référence aussi au plan comptable agricole. Donc, je parlerai aussi du plan comptable des associations sportives, des SA sportives, hein, pardon. Je parlerai du plan comptable du secteur des banques et assurances. Normalement, il y a une certaine classification, une certaine normalisation sectorielle. On peut aussi avoir une certaine normalisation nationale. On peut aussi avoir une certaine normalisation régionale. Et là, je fais référence au groupement des pays de CEDEAO, notamment avec le plan comptable du OHADA. Donc là, c'est quelques pays regroupés à l'Afrique de l'Ouest qui vont travailler avec le même plan comptable et qui va être normalisé selon la même région. Et je augmenterai aussi, télescopiquement parlant, hein, de partir sur un secteur, sur une nation, sur une région, voire même au référentiel international. Et là, je parlerai de deux référentiels qui existent, notamment le premier référentiel qui est plus prépondérant, notamment le référentiel IAS-IFRS. Et je dis bien IAS-IFRS, c'est-à-dire ça fait référence aux deux. Et le deuxième référentiel, c'est le référentiel du l'USGAP. Donc, on parle de références à l'échelle internationale, un référentiel de l'USGAP et un autre référentiel des IAS-IFRS. Troisième et dernière chose qu'on peut impacter à la comptabilité, c'est que c'est considéré comme un moyen de preuve pour l'administration fiscale et pour les tribunaux. C'est-à-dire que la comptabilité, il nous permet une certaine traçabilité et un certain contrôle qui pourrait nous faire prémunir éventuellement des risques envisageables. Donc, si on reprend maintenant la comptabilité comme cadre, le cadre conceptuel, c'est un ensemble de principes qui va être éventuellement généré par une organisation normative afin qu'ils nous fournissent une base commune permettant l'élaboration des règles cohérentes. Ça veut dire que tout le monde devrait parler le même langage comptable. C'est ce qu'on est en train de faire dans notre comptabilité marocaine, c'est qu'on aura une seule comptabilité et tout le monde pratiquerait cette comptabilité-là en respectant les mêmes dispositions. Ces mêmes dispositions-là, ils vont être éventuellement diversifiées tout au long des parties prenantes. C'est-à-dire que la comptabilité, normalement, entre l'entreprise et les clients, la relation qui va être régie, ça serait des factures, ça serait des avoirs, ça serait des réductions. La comptabilité, son rôle, c'est de traduire éventuellement la relation entre
ces deux parties prenantes. Si je prends le cas du fournisseur, ben c'est toute la partie facture d'achat, que ce soit de la MP, de la matière première ou de la marchandise, et aussi les réductions, les avoirs, aussi les provisions, aussi les poursuites judiciaires en cas de non-respect d'échéance. Donc la comptabilité, elle est là pour traduire l'ensemble de ces relations-là entre ces deux parties prenantes. On parlerait après du personnel, donc c'est toute la partie des fiches de paie, des bulletins de salaire. On parlerait aussi de l'État, et là, ça serait toute la partie fiscalité. On parlerait des pourvoyeurs de fonds, on parlerait aussi des exploitants ou associés. Donc, de façon générale, la comptabilité, elle est là en train de traduire l'ensemble des relations entre ces différentes parties prenantes et en l'occurrence de trouver une certaine solution par rapport à cela. Donc, cette comptabilité, elle va aussi travailler avec des principes comptables. Donc, les principes comptables, ils sont au nombre de 7. C'est le principe de continuité d'exploitation qui stipulerait qu'on devrait éventuellement travailler dans une optique de continuer l'exploitation et non pas d'arrêt d'exploitation, sachant bien que juridiquement parlant, une entreprise ou une personne morale, une fois créée, c'est une durée de vie de 99 ans. Donc notre comptabilité devrait suivre ce traitement-là d'une façon continue pendant les 99 années. Le deuxième principe, c'est le principe de permanence des méthodes qui stipulerait qu'on devrait garder les mêmes méthodes avec lesquelles on a travaillé afin qu'on puisse garder une certaine traçabilité, une certaine cohérence dans nos traitements, dans notre aboutissement des documents comptables. Car à défaut, si on changeait de méthode d'évaluation de comptabilisation d'année en année, on ne pourrait faire une certaine comparaison dans le temps. On pourrait savoir si notre entreprise a bien fonctionné entre le N et le N-1 et le N plus 1. Donc le fait de pratiquer ce principe de permanence de méthode, ça permet une certaine stabilité, une certaine permanence d'informations financières et en l'occurrence de méthodes comptables. Troisième principe, c'est le principe du coût historique qui stipule qu'on devrait comptabiliser toutes les opérations actives et passives avec leur valeur d'entrée. Donc c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est un principe qui est un petit peu qui biaiserait un petit peu cette image fidèle parce que s'il s'avère qu'on a acheté des éléments dans les années 2000 et 20 ans après, normalement on devrait toujours avoir la même valeur d'origine. Cependant, ça créerait une certaine discordance entre la valeur comptable et la valeur réelle, chose qu'on devrait éventuellement la mettre en place avec des corrections extra-fiscales, voire même des fois des corrections fiscales. Le principe d'indépendance des exercices qui stipule que chaque exercice comptable devrait être oui, donc normalement, lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs, là, on parle éventuellement de... Parce que l'objectif, c'est d'y aller sur un objectif de 99 ans. Mais lorsqu'il y a des faits majeurs extra-comptables, exceptionnels, qui viendront un petit peu influencer cette quantité d'exploitation, là, en l'occurrence, on pourrait éventuellement stopper l'activité, genre redressement judiciaire, genre état d'endettement supplémentaire qui nous empêcherait de continuer l'exploitation. L'objectif général, c'est qu'une entreprise, lorsqu'elle s'est créée, c'est qu'elle reste 99 ans à continuer son exploitation. Mais s'il y a des faits majeurs qui viendront un petit peu chambouler notre cursus de vie de 99 ans, bien sûr, là, tout est remis en cause. L'autre principe d'indépendance des exercices, c'est un principe dans lequel on est obligé de suivre comment dirais-je, de diviser notre exercice comptable, notre activité en exercice comptable de 12 mois. Pas forcément un 12 mois civil, mais un 12 mois, ce qui est obligé, parce que pour des entreprises qui font des exploitations agricoles, ces dernières peuvent éventuellement avoir un exercice à cheval, c'est-à-dire divisé entre éventuellement 2 années en question. Le principe de prudence, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit prudent, hein, et en l'occurrence, pour chaque charge, elle peut être
comptabilisé, moyennant une provision ou autre chose, du moment qu'il est juste probable. Cependant, le produit, on ne pourrait le comptabiliser que, oui, la cessation de paiement, c'est quelque chose qui rentre en considération afin de déroger au principe de continuité d'exploitation. Et le principe de prudence aussi stipule qu'on peut comptabiliser un produit que lorsqu'il serait définitivement acquis. Le principe de clarté, c'est le fait d'imputer les bonnes situations comptables dans des bons comptes qui existeraient. Et en fin de compte, le principe d'importance significative, c'est-à-dire c'est d'enregistrer toute information qui serait susceptible de modifier la situation financière de l'entreprise. Si ne trouve pas sa place dans le bilan, le CPC, par contre, on la mentionnerait dans l'éthique, dans l'état d'information complémentaire. Donc, si on reprend juste éventuellement par rapport à ce petit test, donc qu'est-ce qu'un cadre conceptuel en comptabilité? C'est quelque chose qui regrouperait quoi donc normalement? On regroupe l'ensemble des documents sociaux. On pourrait retrouver des documents sociaux, mais pas que seulement cela. Il correspond aux règles et principes établis par l'autorité des marchés boursiers. Non, c'est l'ensemble de principes formulés par une organisation normative et ça regroupe l'ensemble des règles comptables du code de commerce. Donc, ce sont des règles comptables qui vont être figées et éventuellement qui vont être mentionnées dans le code du commerce et dans lesquelles on aura l'ensemble de règles à respecter. Les éléments que doit prendre un cadre conceptuel, ce ne serait pas que les définitions des termes immobilisation. Ce ne serait pas que l'indication de l'objectif de l'information financière, c'est surtout le cadre conceptuel, le cadre comptable conceptuel. Pardon. C'est le cadre conceptuel qu'on va essayer d'utiliser et aussi la méthodologie de détermination des dépréciations. Bref, c'est le cadre comptable utilisable qui va nous déterminer les méthodes de dépréciation, les méthodes d'amortissement. Lorsqu'on parle d'un cadre comptable utilisable, il regroupe l'ensemble de tous ces éléments-là. Qu'est-ce qu'un plan comptable général? C'est un ensemble de textes, c'est un règlement, c'est un modèle. Non, c'est la nomenclature des comptes. C'est quelque chose qui, oui, pour le live, normalement, il sera enregistré. Donc, pour le plan comptable général marocain, c'est un document qui va reprendre la nomenclature de tous les comptes utilisés. Et ces comptes-là, pour répondre à la dernière question, ce sont des comptes qui commenceront de la classe 1 à la classe 0, soit 10 classes comptables qu'on pourrait retrouver dans ce plan comptable général marocain. Donc, pour enchaîner, tout à l'heure, on avait parlé des caractéristiques d'une immobilisation. Donc, c'est par rapport aux 3 critères, c'est-à-dire chaque élément qu'on posséderait en termes de propriété, en termes de durabilité, en termes d'usage. Et on avait parlé que ces éléments-là pouvaient être éventuellement considérés en tant que acquis à titre onéreux, produits, apportés ou apportés gratuitement avec des dons et subventions. Donc, lorsque on devrait posséder une immobilisation avec ces 4 formes-là, on devrait normalement non pas juste les évaluer et figer cette évaluation dans le temps, loin de là, dans une démarche de comptabilité approfondie, on devrait suivre cette évaluation selon 3 moments, c'est-à-dire à l'entrée du patrimoine, à la fin de chaque exercice et à la sortie du patrimoine. Donc, une fois qu'on aura une immobilisation qu'on posséderait avec les différents éléments qu'on vient d'énoncer, cette dernière, elle devrait être évaluée à l'entrée de son patrimoine, à la fin de chaque exercice comptable et à la sortie de son patrimoine. Donc, concernant la première notion de l'acquisition, l'objectif ici, c'est d'évaluer cette immobilisation avec un coût d'acquisition. Car peut-être que dans une démarche de comptabilité générale, on évaluait par rapport au prix et tous les autres éléments qu'on avait, on pouvait les mettre, mais en tant que charge. Donc, l'objectif, c'est essayer de calculer désormais un coût d'acquisition et non pas juste uniquement un prix d'acquisition. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de corriger la valeur de l'immobilisation. Donc, si cette immobilisation-là a été comptabilisée par rapport à son prix et les autres éléments, ils étaient identifiés en tant que charge,
notre protocole de retraitement comptable, ou ce qu'on devrait faire dans une démarche de comptabilité approfondie, c'est déjà deux choses. La première des choses, c'est quoi? C'est de corriger la valeur de l'immobilisation. Parce que cette immobilisation-là, peut-être qu'elle était achetée à 100, mais elle générait des charges, on va appeler ça des frais accessoires, à hauteur de 20. Donc, dans une démarche d'une comptabilité générale, elle était comptabilisée avec une valeur d'origine de 100 et elle était amortie à 100. Cependant, dans une démarche de comptabilité approfondie, et dans laquelle on devrait raisonner en termes de coût, sa vraie valeur d'origine, son vrai coût, il devrait être non pas de 100 mais de 120. Donc la première des choses qu'on devrait faire, c'est de corriger la valeur de l'immobilisation et en conséquence corriger le plan d'amortissement. Donc, concernant le stock, on essaiera de voir ça lorsqu'on sera éventuellement à une évaluation à la fin de chaque exercice. Donc, normalement, on dit le stock initial des produits de vente de l'exercice N, étant donné qu'on devrait faire une certaine valorisation de stock, et cette valorisation de stock, elle prend en considération entre le stock initial moins le stock final pour le stock pour la marchandise, et pour le stock final, c'est le stock final moins le stock initial. Donc, concernant l'évaluation de cette immobilisation à l'entrée, l'objectif c'est de déterminer le coût. Donc le protocole ici, il devrait être établi en deux choses. La première, c'est l'évaluation correcte de l'immobilisation, et la deuxième, c'est la correction du plan d'amortissement. Donc, si on prend l'acquisition cette acquisition, normalement, elle doit être comptabilisée par rapport à son coût. Et le coût, il reprend quoi? Le CGNC a défini que le coût d'acquisition d'une immobilisation, c'est le prix d'acquisition plus les frais accessoires. Et les frais accessoires, on va retrouver le transport, on va retrouver les frais de douane, on va retrouver les frais de montage. De façon générale, le CGNC, le Code général de normation comptable, a défini les frais accessoires comme tout frais qui serait activé depuis la prise de décision d'investir jusqu'à la mise en place et la livraison du bien. C'est-à-dire que chaque élément qui viendrait avant ou après ces deux échéances-là, il serait normalement considéré en tant que charge. Et tous les éléments qui seraient inclus dans ce parcours-là, qui est la prise de décision et la mise en place ou la livraison du bien, devraient être considérés en tant qu'un élément du coût de l'acquisition de l'immobilisation. Le CGNC aussi a déterminé des frais qui seraient exclus du coût de l'acquisition, et ces frais qui seront exclus du coût de l'acquisition, ça serait les droits de mutation, les honoraires et les frais d'acte, qui devraient être comptabilisés dans un compte à part qui n'est rien d'autre qu'une immobilisation non valeur, le 2121 frais d'acquisition d'immobilisation. Donc, normalement, lorsqu'on est sur ces frais accessoires, on devrait certes les inclure. Maintenant, techniquement, comment ça va se faire? S'il s'avère que le comptable a déjà calculé tous ces frais accessoires dans des charges, notre objectif à nous, c'est deux choses, on a dit. La première, c'est de corriger la valeur de l'immobilisation. Et la deuxième des choses, c'est de corriger le plan d'amortissement. Comment on va corriger ces charges-là qui étaient déjà incluses en tant que charges? On devrait normalement les annuler afin qu'on puisse les incorporer dans l'immobilisation. Parce que ces charges-là, c'était plus ou moins certes des charges, mais ils étaient liés au coût de l'immobilisation. C'est-à-dire que sans ces charges-là, on ne pouvait exploiter l'immobilisation de façon légale. Et sans ces immobilisations-là ne pouvaient être exploitées de façon, on va dire, opérationnelle sans ces charges-là. Donc, du moment qu'il y avait cette corrélation entre ces deux éléments-là, normalement, on avait quelque chose qui devrait être incorporé dans le coût de l'immobilisation. Donc, concernant ces frais accessoires, certes, ce sont des charges, mais qu'on devrait les annuler pour qu'on puisse les incorporer dans l'immobilisation. Et comment on va annuler une charge, c'est-à-dire la classe 6, la classe des charges? On pourrait, à la base, elle était dans le débit dans notre écriture. Désormais, on ne peut pas l'accréditer, on va l'accréditer avec un autre compte. C'est un compte de la classe 7 et c'est un compte de transfert de charge. Donc normalement, on devrait
Euh, on devrait, le CGN exclut aussi les commissions. Les commissions, oui, ben les commissions, ils n'excluent pas les commissions, mais ils devraient être éventuellement incorporés dans les frais d'acquisition. Donc, toute partie qui n'est pas les commissions, ça dépend de quelle commission. Donc, si on prend ici les frais de transport, les commissions d'assurance, ils devraient être considérés comme des charges, mais normalement, sans ces commissions-là, on aurait pu prendre ou activer de façon légale l'immobilisation. Donc, c'est le même traitement de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ce sont des charges, oui, mais qui devraient être corrigées avec le compte de transfert de charge. Donc, avec ce compte de transfert de charge, normalement, on annulerait la charge déjà débitée et sur cette charge-là, ben, je vais l'incorporer dans le coût de l'immobilisation. Cependant, qu'est-ce que je viens de faire maintenant? Ben, je viens de modifier la valeur, on va dire la VO de l'immobilisation. Et on intègre au coût. Les frais de déplacement du personnel pour l'achat du bien. Oui, 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 on peut l'intégrer. Ben, je vais en prendre un exemple assez simpliste pour, on va dire, valider une seule fois pour toute la leçon du coût d'acquisition. Si j'envoie par exemple à mon directeur de production en Chine, bon, je sais que c'est pas le bon moment maintenant, mais bon, pour qu'il puisse acheter quelque chose, normalement, ce sont des frais de déplacement. Et ces frais de déplacement-là, ils étaient suite à un ordre de mission qui était valable, qui n'était rien d'autre que l'acquisition d'une machine de telle ou telle référence. Donc, tous ces éléments-là, j'ai la possibilité de les passer en tant que charge, en tant que classe 6. Mais dès que je vais acheter l'immobilisation, je n'ai pas le droit de comptabiliser cette acquisition par rapport à son prix, car je devrais incorporer l'ensemble des éléments, y compris les frais de déplacement du personnel, y compris les droits de douane, y compris l'assurance, y compris le transport du port d'ici de Casablanca à n'importe quel site, et aussi les frais de montage et d'installation. Les frais de déplacement du personnel viennent après la mise en service de l'immobilisation. Non, les frais de déplacement du personnel pour l'achat du bien. Donc c'est quelque chose qui sont non pas après, mais surtout avant. Hein. C'est du moment que je prends la décision. Donc lorsque je prends la décision d'investir, c'est là où je commencerai éventuellement à comptabiliser tous ces éléments immobilisants en tant que immobilisation, en tant que deux. Donc, concernant qu'est-ce qu'on entend par les intérêts intercalaires? Ben, les intérêts intercalaires, ce sont les intérêts de préfinancement qui vont participer à l'opération de l'acquisition, à l'opération de production même, et qui s'étaleront sur une période supérieure à un an. Donc c'est ça les intérêts intercalaires. C'est si je vais acheter mais j'ai pas d'argent, ben, je vais prendre un crédit. Sur ce crédit-là, ben, il s'étalera sur une période de plus d'une année et toute la partie charge financière, parce que sur ce crédit-là, certes, je dois rembourser et le principal plus les intérêts. La partie intérêt, normalement, c'est considéré comme une charge financière, mais cette charge financière devrait également être inclue dans le coût de l'immobilisation. Et si je prends que la fraction qui me concerne, ben, c'est ce que je vais appeler les intérêts intercalaires, qui seront certes initialement comptabilisés dans la classe 6 en tant que charge financière, mais que je suis obligé de les corriger avec le compte de transfert de charge financière, c'est-à-dire un compte de la classe 7. Donc normalement, le compte de transfert de charge, c'est un compte 7 étoiles 9 7. Le étoile, ça dépend de la charge initiale. C'est-à-dire que si j'ai une charge d'exploitation à annuler, ben, tout simplement, mon compte de transfert de charge, ça serait un 7 1 9 7. Si à la base, j'ai un compte de charge financière à annuler, tout simplement, le transfert de charge ici, ça serait un 7397. La date de comptabilisation est celle de la facture ou celle de la réception de la facture? Ben, la date de comptabilisation, c'est la date normalement de l'utilisation. Ces sont comptabilisées dans le compte des charges.
La formation du personnel. La formation du personnel, oui, c'est quelque chose qui devrait être prise en considération dans la charge, parce que la formation de la personnel, c'est quelque chose qui viendrait après la mise en place et que la machine soit opérationnelle. La comptabilisation, c'est le moment de l'exploitation. Donc, si j'ai acheté la machine le mois de mai, et l'ensemble des frais et la réception sur le territoire national, c'est le mois de juin. Normalement, la date de comptabilisation, ça serait éventuellement le mois de juin, c'est-à-dire à partir du moment où je commence l'exploitation. Parce que ça va influencer en matière d'amortissement, parce que si tu commences au mois de mai, et normalement, tu n'as pas à utiliser ta dépréciation d'exercice N, ça ne serait en aucun cas les 8 mois, c'est-à-dire du mois de mai au mois du 31 au 31-12N. Ça serait uniquement les 7 mois. Donc, ça va aussi influencer en matière d'amortissement. Donc, je prends en considération la date du début de l'activité du bien en question. Donc, la date de mise en service, exactement, oui, exactement, c'est Yacine. Je tiens à vous remercier par votre. Il y a une très bonne énergie, une très bonne question. Bon, on est en train de switcher sur pas mal d'éléments, mais bon, rien n'empêche, hein. Donc l'amortissement commence à partir de la date de sa consommation des avantages économiques, c'est-à-dire ce que vient de noter Yacine, la date de la mise en service, exactement, Hamza, oui. Euh, Concernant maintenant bon, si on reprend ce cas, cet élément-là, normalement, si par défaut on a comptabilisé 500 000, normalement, l'immobilisation en tant que 500 000, alors que ça devrait être comptabilisé à 515 000. Les frais d'acheminement et d'installation, on avait dit, ce sont des éléments qui devraient être incorporés dans le coût de l'immobilisation. Donc ici, notre travail de correction devrait être corrigé à deux reprises. La première des choses, c'est de réintégrer les 15 000 dans le coût de l'immobilisation. Et la deuxième des choses, c'est de corriger notre amortissement avec une VO de 515 000, avec une valeur d'origine de 515 000 et non pas une valeur d'origine de 500 000. Si on reprend ici, voilà, cet exemple-là. Là, on a une entreprise qui a acheté un camion dans lequel elle a à 300 000, elle a rajouté des options à 12 000, et elle a rajouté produit pour l'entreprise pour elle-même sont les intérêts liés aux frais de production. Oui, on a des intérêts intercalaires qu'on pourrait les incorporer dans le coût de production pour le cas d'une immobilisation produite pour l'entreprise. Donc, on aura des frais d'immatriculation, on aura une vignette, et on aura aussi quelque chose qui était rajouté, c'est-à-dire le fait de frapper l'enseigne ou là, de faire ce qu'on appelle un travail de balisage du véhicule pour qu'on puisse poser l'enseigne. Donc, qu'est-ce qu'on devrait prendre en considération ici pour le coût de l'immobilisation? Normalement, on devrait prendre en considération tout élément qui réunirait les trois conditions, c'est-à-dire la propriété, la durabilité et ainsi que l'usage. Bien sûr, on commencerait avec le prix, qui est la base. Une fois qu'on prendra le prix, on devrait rajouter les options. Normalement, vous avez dit que la date de contribution, c'est celle de l'exploitation. Mais pour les charges, pour les charges, on est en train de comptabiliser maintenant l'immobilisation. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on s'arrive là, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'immobilisation. Donc, les charges, ils seraient comptabilisés le moment de leur activation. Mais là, je vais tout transférer dans le coût de l'immobilisation. Et ce coût de l'immobilisation, il va être éventuellement la date de la consommation de la mise en service et la date avec laquelle ça commencerait à nous générer des avantages économiques futurs. Donc, ici, les trois critères, ils vont être sur le prix, notamment les 300 000 dirhams. Ces trois critères-là, ils vont être aussi applicables sur les options. Ils vont être aussi applicables sur les frais d'immatriculation, étant donné que les frais d'immatriculation, on les paye qu'une seule fois, donc ça nécessite éventuellement ce critère de propriété, de durabilité de l'usage. Cependant, concernant la vignette, malheureusement, il y a un des trois critères qui n'est pas lié. Et en conséquence, on ne pourrait le rajouter dans le coût de l'immobilisation. Ce critère-là, ce n'est rien d'autre que le critère de la durabilité. Étant donné que la vignette, sa durée légale maximale, c'est de 12 mois. Donc, en l'occurrence, chaque fois qu'on aurait, une vignette à payer, c'est déjà prévu dans le
plan comptable général marocain, c'est taxe sur les véhicules, c'est une charge. Et en l'occurrence, on ne devrait en aucun cas l'inclure dans le coût de l'immobilisation. Donc, il faudrait aussi rajouter les frais du taulier. Certes, ce sont des entretiens et réparations, mais qui devraient être intégrés dans le coût de l'immobilisation, car les trois critères dans lesquels on avait parlé, qui sont la propriété, l'usage et la durabilité, ils y sont. Donc, ce sont des éléments qui devraient être incorporés dans le coût de l'immobilisation. Bien sûr, si on se base sur une immobilisation qui vaut 300 000, en l'occurrence, on devrait aussi corriger le plan d'amortissement. Donc là, on avait dit que notre protocole comptable de correction, c'est deux choses. C'est la première des choses, c'est la correction de la valeur de l'immobilisation, et la deuxième des choses, c'est la correction du plan d'amortissement. Donc là, l'objectif de cette séance, c'était juste de savoir éventuellement notre premier type de traitement d'une immobilisation, notamment l'acquisition. Certes, il nous restera le taux de change à retenir dans une immobilisation achetée à l'étranger, la date de la facture ou bien la date des dédouanements. Là, le taux de change à retenir lors d'une immobilisation, et surtout si sont déjà dans le coût de l'acquisition. Donc, si ces charges-là déjà décalent entre deux exercices comptables, là, ça ne poserait pas de problème, étant donné qu'il y a la notion des écarts de conversion avec lesquels on traitera. Cependant, s'il s'agit d'un paiement comptant, ça serait le montant retenir lors d'une immobilisation acheté à l'étranger, la date de la facture du bien, la date des dédouanements. Ça serait le moment où on a payé, parce que ça serait éventuellement le moment du paiement. C'est là où on devrait pratiquer ce taux de change-là. Certes, c'est une comptabilité approfondie, mais toujours marocaine, on va dire à la sauce marocaine. On essaiera déjà dans les lives, et si je vous en remercie par rapport à votre interactivité, par rapport à toutes les personnes qui y ont participé, on essaiera déjà en cas du combustible. Le combustible, normalement, est-ce que on est sur trois critères. Le critère éventuellement de la durabilité n'y est pas. Donc, ce qui fait que c'est un élément qui ne devrait pas être considéré comme le coût d'immobilisation, mais surtout en tant que charge. Étant donné que certes, c'est le combustible qui va être mis en place dans l'immobilisation et au niveau d'acquisition d'un véhicule. Euh, Merci, c'est Mohamed, c'est très gentil, hein. L'objectif, c'est qu'on essaie de faire éventuellement et d'essayer de rester dans cette conjoncture qui n'est pas si évidente que cela, dans un process on va dire, de curiosité intellectuelle, de développer un petit peu nos connaissances et d'échanger éventuellement. Ça serait toujours très amusant et très éventuellement très attrayant de pouvoir parler sur des thématiques qui nous intéresseraient tous. Donc sur ce, j'espère que voilà, ça a un petit peu validé, nous éclairci un petit peu sur la notion des acquisitions à titre onéreux. Donc les lives suivants, on essaiera d'apporter quelques appréciations sur la notion de la production, de l'apport et de la donation de la subvention, voire même le traitement des opérations de devises. Donc, tout autre élément que vous voyez intéressant, je suis preneur, et éventuellement essayer de m'envoyer éventuellement sur mon Facebook toutes les parties que vous comptez traiter, et c'est avec un très grand plaisir que je ferai ça. Donc, أقول قولي هذا وأتمنى لكم éventuellement une très belle journée, et merci à vous tous.